Dive Bomb, votre podcast F1 sur On Air Radio. Au programme de ce podcast, les pilotes de la saison, les petits rookies et Lewis Hamilton chez Ferrari, le show des 75 ans de la F1 avec la découverte des nouvelles livrées, les essais hivernaux et le comparatif avec 2024, et enfin nos pronos pour la saison et le premier GP. On va commencer avec d'abord les pilotes de la saison 2025, des nouveautés qui nous ont été annoncées fin d'année dernière, et bien sûr la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Évidemment, alors là pour cette saison on a énormément de nouveaux rookies. On a Lawson, Antonelli, enfin Lawson, même si évidemment c'est pas vraiment un rookie, mais ça reste sa première saison complète. On a Antonelli, Hadjar, Douane et Bortoleto. Tout à fait, Bierman aussi, qui compte pas vraiment comme tu l'as dit, qui compte pas vraiment comme un rookie parce qu'il y a déjà 3 grands prix à son actif en Formule 1, avec comme Lawson, 2 chez Haas et 1 chez Ferrari dans l'Arabie Saoudite 2024. Pardon. Et effectivement, Lawson qui a fait quand même une bonne partie de la saison chez AlphaTauri V-Carb, c'était V-Carb du coup l'année dernière, ça. Exactement. Et AlphaTauri l'année d'avant. Lawson qui a été promu chez Red Bull. On l'attendait, et à la fois on attendait aussi Tsunoda à sa place. C'est ça, dans tous les cas on savait que Perez ne resterait pas chez Red Bull, en tout cas c'était de moins en moins sûr, mais que ce soit Lawson qui prenne la place, j'avoue que j'aurais pas mis mon billet dessus, j'aurais plutôt pensé évidemment à Tsunoda qui était là depuis beaucoup plus longtemps et qui performe quand même depuis pas mal de temps. Hadjar qui a fini 2e au championnat de F2 aussi, qui est passé chez RB aux côtés de Tsunoda. Je pense que c'est un bon pari pour eux en tout cas, parce que Hadjar a quand même un beau pilotage dans F2. Il a montré quand même pas mal de combativité et de bons réflexes. Je pense qu'il peut être un bon coéquipier pour Tsunoda en tout cas sur cette saison. Puis un nouveau Français sur la grille, ça fait plaisir. On est maintenant à 3 Français. Ça fait vraiment plaisir. Oui, en plus, oui, je suis en train de rechercher les 3 Français, mais oui, effectivement Gasly, Ocon et du coup Hadjar. Mais j'étais pas parti sur. J'avais perdu Ocon. Bizarrement. Antonelli aussi qui est passé chez Mercedes. Alors il a pas fait un très bon classement F2 l'année dernière, mais pour autant grâce à tonton Toto Wolff, il est quand même passé chez Mercedes et maintenant il est aux côtés de Russell. En plus de ce que j'en ai entendu parler, il a fait 15 000 km en F1, donc avec des F1 d'anciens modèles. Donc il a quand même du coup un bon package de pilotage pur. Ouais. Après, voir ce que ça va donner avec la pression qu'il aura sur les épaules, parce que Mercedes ça reste une grande équipe. Et ils ont quand même un vécu avec Hamilton avant, donc qu'est-ce que ça va donner quoi. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que vraiment, il gâche son talent. Un peu comme Sargent, pour moi, Williams, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt, et maintenant, c'était la merguez qu'on a connue. Mais c'est vraiment, parce que Antonelli, on le connaît pour avoir sauté la F3, il a l'air d'être vraiment talentueux, mais pour autant, est-ce que ça aurait été pas un peu mieux de le laisser en F2 ? Je pense que ça aurait vraiment été un peu mieux. Ou alors de le placer d'abord dans une écurie de bas de tableau, histoire qu'il se fasse la main. Exactement. Genre Williams. Bon, après, tant pis, on aura donc Anthony. J'espère pour lui qu'il fera ce qu'il faut sur cette saison et qu'il ne se laissera pas prendre par la pression. Au pire, il y a Valtteri Bottas qui prendra le relais en cas d'échec, j'imagine. Probablement. Et il y a Jack Doohan aussi. Jack Doohan qui est passé chez Alpine, mais à la moindre erreur, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Parce qu'il y a le pilote de réserve Franco Colapinto qui était l'année dernière chez Williams et il a fait de très bons résultats l'année dernière. Ouais, il a fait un preuve d'un pilotage qui était vraiment incroyable pour ses débuts sur une Williams qui était correcte quand il est arrivé. Quand on voyait que Sargent ne calait pas un seul point et que sur son premier GP, je crois que Colapinto marque le premier point de sa carrière avec Monza. Donc on voit qu'il a un bon coup de volant, donc si jamais effectivement Doohan venait à se faire évincer de Alpine pour ses résultats, je pense que Colapinto aura toutes ses chances de montrer ce qu'il sait faire. Espérons que ça tienne et que l'Alpine tienne la route, mais ça on en parlera tout à l'heure par rapport à l'Alpine sur les essais hivernaux. L'autre bonne surprise, ça reste quand même Sainz chez Williams. Espérons qu'il fasse son taf et qu'il performe avec la Williams, parce qu'Albon est très bon dans sa Williams, donc est-ce que il sera aussi bon? On espère. Sainz qui, on en parlera tout à l'heure évidemment avec les essais hivernaux, mais qui a signé un très bon chrono pendant les essais hivernaux. Donc après on va voir s'il est mieux que chez Ferrari. J'en doute, mais on va voir si Albon et Sainz, qui pour moi est vraiment un excellent duo, peut permettre à Williams de remonter dans le classement, parce que
L'année dernière, ils ont fini avant-dernier, je crois. Bon, je pense qu'avec la nouvelle version de la Williams et avec l'expertise de Sainz et d'Albon, je pense qu'ils vont pouvoir remonter au classement pour eux. En tout cas, j'espère que ce sera le plus avantageux pour eux d'avoir Sainz maintenant, d'avoir l'expertise de Sainz et son talent de pilotage. Ouais, je pense que vraiment, c'est vraiment un excellent duo. Et peut-être pas le meilleur pilote de la grille non plus. Non. Mais pour autant, franchement, je pense qu'il est vraiment prometteur. Par contre, je pense que le meilleur duo qu'on va pouvoir avoir cette saison, ça va être Hamilton et Charles Leclerc sur les Ferrari. Ça, je sens que ça va être une masterclass d'équipe parce qu'on a donc un septuple champion du monde qui a des saisons en dedans sur les dernières saisons de Mercedes, où vraiment on sentait qu'il était en homme fatigué. Et là, les premiers apports qu'on a avec Ferrari, on sent que c'est limite un rookie. Il a vraiment cette énergie du rookie. Il est à fond. Il a ces petites notes qu'il donne à chaque fois aux ingénieurs et à Frédéric Vasseur. Et comme le disait donc Frédéric Vasseur au micro de Canal, on sent que c'est un nouvel homme et il est là pour faire une bonne saison. Après, on verra avec la voiture qu'ils auront. Le truc, ce dont moi j'ai vraiment peur, c'est que, Hamilton, du coup, comme tu as dit, il est vraiment là pour récupérer son 8e titre. Mais le truc que je me demande, c'est si jamais les deux ont vraiment une bonne position et arrivent vraiment à performer, à avoir beaucoup de points, lequel est-ce que Ferrari va privilégier? Parce que Charles Leclerc, c'est il predestinato, c'est l'enfant de Ferrari, mais pour autant Hamilton, ça reste probablement le meilleur pilote de toute l'histoire de la F1. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment, de savoir si jamais les deux arrivent vraiment à performer, comment Ferrari va réussir à gérer les deux. C'est vrai que pour Fred Vasseur, pour lui ça va être encore plus dur parce qu'il a eu les deux pilotes en catégorie inférieure, donc GP2, GP3 et F1, F2. Enfin F2, F3 pour l'époque où c'était Charles Leclerc. Il a eu Hamilton par le passé. J'avoue que pour lui c'est compliqué de demander de prendre la décision. Après on a effectivement les instances de Ferrari qui vont prendre le choix définitif. Après est-ce qu'ils vont le laisser se battre de façon cordiale? Je pense que dans tous les cas Hamilton et Charles Leclerc sauront se battre avec, on va pas dire douceur, mais avec respect et fair play. Je pense que dans tous les cas, ils vont jouer au moins le titre constructeur cette année, c'est sûr, ils vont tout faire pour. Oui, c'est sûr. Après, qui prendra le championnat pilote, je pense que on le saura. Je pense que les décisions se feront vraiment avec le temps et avec qui pilote le mieux la Ferrari. Même si pour l'instant, l'avantage, à mon avis, je pense que c'est à Charles Leclerc, étant donné qu'il est là depuis beaucoup plus longtemps que Hamilton chez Ferrari. Même si on a quand même la quête du 8e titre avec Ferrari pour Hamilton. Ouais, évidemment. Après, Hülkenberg chez Sauber. Hülkenberg qui a vraiment eu de très bons résultats l'année dernière avec Haas. Haas d'ailleurs j'en parlerai juste après, mais Haas qui a vraiment bien réussi à remonter avec l'arrivée de Ayao Komatsu. Ayao Komatsu chez Haas en tant que directeur d'écurie et Toyota en tant que sponsor, on va dire sponsor technique. Exactement. Et je pense qu'on est sûr que Sauber finira dernière. Sauber finir dernière, c'est pas impossible, en espérant qu'ils montrent en tout cas un meilleur résultat qu'ils ont fait cette année, parce que cette année vraiment ils ont fait la voiture qui allait de moins en moins bien. On a commencé avec une voiture mauvaise, pour finir avec une voiture qui était de pire en pire. Les pilotes, on les sentait pas vraiment investis, ou en tout cas ils faisaient de leur mieux. Zhou, c'était une catastrophe. Bottas, il tirait ce qu'il pouvait, mais bon, Bottas avec l'âge qu'il commence à prendre et l'inexpérience des mauvaises voitures, c'est compliqué. Donc ouais, espérons que Sauber en tout cas améliore grandement leur voiture, mais je pense pas qu'ils finiront au-dessus de Haas ou au-dessus de Williams cette année en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Assez fin team avec un nouveau duo de pilotes, Biermann et le français Esteban Ocon. Ça fait plaisir de le voir ailleurs que chez Alpine et j'espère pour lui qu'il va faire une super saison avec la Haas. Ocon, même si bon, c'est pas vraiment mon pilote préféré, je dois avouer, même s'il est français, bon, je suis pas fan de lui. C'est vrai que j'espère vraiment pour lui qu'il va quand même faire une bonne saison, parce que chez Alpine c'était compliqué. Il a eu surtout l'accrochage, je sais plus où c'était, peut-être. Il a eu l'accrochage à Monaco avec son coéquipier, avec Pierre Gasly. C'était vraiment compliqué. À partir de là, ça a été compliqué pour lui. Enfin, on sentait qu'Alpine, même s'il le disait pas officiellement, ils étaient contre lui. Enfin, oui, clairement. Plus pour lui en tout cas. Après, on a eu cette partie effectivement où du coup il y avait un déclin et il s'est fait lâcher comme une bouse, on va dire, sur le dernier Grand Prix où tu veux participer aux essais d'après-saison avec Haas, tu cours pas. C'est pas très beau, c'est pas très fair-play.
Donc j'espère pour lui qu'il prendra sa revanche et que il leur mettra une course d'honneur en face Alpine. Bierman après. Bierman. J'attends vraiment beaucoup de lui. J'aime beaucoup Bierman. Je dois avouer que j'aime beaucoup Bierman. Il a effectivement montré des superbes prestations sur la course avec la Ferrari et la Haas l'année dernière, quand il a remplacé, en tout cas pour les 2 premières. La dernière, on peut pas trop en parler parce que le Brésil sous la pluie, ça reste pas la meilleure expérience. Hein. Donc c'était compliqué pour lui. Donc je pense qu'il a un beau coup de volant et ça le fera pour lui pour avoir. Mais à Jeddah, moi, il m'avait vraiment impressionné quand il avait réussi à rentrer dans le top 10 pour la qualif, alors que c'était la première fois qu'il pilotait une F1 et puis il était chez Ferrari, c'est pas n'importe quelle équipe. Moi, il m'avait vraiment impressionné, donc j'en attends vraiment beaucoup de lui, j'avoue. De même, j'avoue, j'en attends aussi beaucoup. Franchement, j'avoue que les peu qu'il nous a donné, ça donne envie et ça nous montre que ça doit être un très bon pilote. Effectivement, Ferrari, il a fait une course de folie, une qualif de fou. Pour une première course en F1, et effectivement avec une voiture qu'il ne connaissait pas, et l'écurie Ferrari, c'est pas n'importe quoi. Donc j'espère effectivement qu'il nous montrera vraiment ce qu'il donne, et je pense qu'il y a du potentiel. Après, il y a Verstappen-Lawson. Le nouveau duo de chez Red Bull. Qui est franchement, je pense, un des duos les plus intéressants de la grille. Parce qu'après, il faut voir ce que Lawson vaut, surtout dans une écurie comme Red Bull. Je pense que Lawson, en tant que pilote Red Bull, il peut donner ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a pu déjà nous montrer en combativité avec la Red Bull de l'année dernière. Enfin, pas la Red Bull, mais la V-Carb de l'année dernière. Il avait cet esprit combatif. Il a combattu même contre Perez, qui conduisait la Red Bull de l'année dernière. Son prédécesseur. Donc là, on voit vraiment qu'il a quelque chose à donner. Après, est-ce que Red Bull vont lui donner les clés pour faire ça, étant donné que les derniers coéquipiers de Verstappen, c'était la voiture de Verstappen et le coéquipier, il fera ce qu'il peut, mais tant pis. J'espère pour Lawson que ça le fera et qu'il arrivera à s'en débrouiller avec. Il le mérite vraiment. Lawson, pour moi, il est vraiment ultra intéressant. Quand il avait repris chez V-Carb après Ricciardo, il avait vraiment surpris tout le monde, et donc vraiment, lui aussi, j'en attends beaucoup. En fait, tous les rookies cette saison, ils m'intéressent vraiment. Et bon, après, il y a Verstappen. On sait que normalement, il sera toujours aussi Verstappen. Mais bon, faut voir comment l'entente entre ces deux-là, elle va fonctionner, et comment est-ce que Red Bull va réussir à gérer tout ça. C'est surtout ça. Ouais, parce que si on se prend avec les showcases qu'on a un petit peu de temps en temps, les vidéos qu'on voit sur les réseaux de Red Bull, par exemple, on peut pas vraiment se faire d'avis parce que on sent qu'il y a un contrat derrière, qu'il faut signer, faut sourire, il faut tout machin dans tous les cas. Ça reste. Donc il y a bon enfant, il y a un côté bon enfant entre les deux. Côté commercial quand même. Voilà, mais il y a ce côté commercial. Est-ce que du coup en piste on va voir une vraie différence et il y aura de la rivalité, ou est-ce que ça va être donné pour donner à Verstappen? J'espère que ce sera pas le cas et qu'il y aura vraiment du combat. En fait, j'espère que enfin il y aura un des coéquipiers de Verstappen qui pourra le concurrencer. Parce que ça fait trop longtemps que Verstappen, il est le premier de l'écurie, et ça doit beaucoup plaire aux fans de Red Bull. Je ne suis pas fan de Red Bull, et donc honnêtement, j'aimerais vraiment voir son coéquipier performer. Ah, c'est vrai que pour moi, étant fan de Red Bull en tout cas, c'est vrai qu'on a plus l'impression d'avoir une Verstappen F1 Team par moment que Red Bull. Donc effectivement, j'aimerais qu'il y ait quand même un peu plus de sport entre les deux, et de fair play d'équipe, et que les deux montent sur le podium et les deux fassent des pôles à équivalence l'un l'autre, mais au moins qu'il y ait vraiment le talent et pas juste la voiture de Verstappen pour Verstappen et l'autre il se débrouille, quoi. Les livrets de cette année 2025 ont été dévoilés avec le showcase des 75 ans de la F1 qui s'est passé à Londres, à l'Area 12, je crois. C'est la salle de concert. Non, la grande... O2, je sais plus. En tout cas, c'est la grande salle de concert de Londres où ils ont accueilli 15 000 personnes pour faire ce showcase. Show qui comptabilisait les concerts et les présentations des livrets des F1. Et moi, j'en attendais beaucoup de ce showcase d'abord, où on s'est dit, bah, ça va être the truc. Ils vont nous faire un show à l'américaine, machin, et au final, ça a été un peu moins chaud que je pensais. Mais il aurait fallu, à mon avis, être sur place pour vraiment apprécier la chose, parce que la télé, franchement, à part s'extasier devant son salon, devant Machine Gun Kelly et autres chanteurs, c'est pas ce qui était le plus cool pour nous en tout cas. Ouais, je suis d'accord. En fait, ouais, pour moi, c'est vraiment un événement à vivre et j'aurais adoré y être. Mais en somme, moi, quand je l'ai regardé, bah, faut être honnête, je me suis un peu ennuyée.
Et je dois avouer que malgré que le présentateur était vraiment drôle, vraiment le présentateur était vraiment ultra drôle, je l'ai vraiment adoré. C'est vrai qu'ils ont vraiment choisi le présentateur pour le faire, franchement incroyable. Il y a un humour de folie, limite gênant, mais en même temps vraiment présent. Quand même drôle. Mais ça a été extrêmement drôle quand il était là, quoi. Ouais, et puis bon, après on voyait que malheureusement il y a plein de pilotes qui n'avaient pas vraiment envie d'être là. Mais bon, après, ça fait partie du contrat, hein, malheureusement. C'est ça, il y a l'image de l'écurie à représenter et l'image de la F1 aussi à représenter, parce que Liberty Media qui propose ces choses-là, ils ont ce besoin de publicité en fait finalement, et la vitrine F1, ça reste the show, et c'est de plus en plus d'ailleurs plus chaud que sport d'ailleurs, c'est dommage. Bah, on est en train de partir de plus en plus vers des shows à l'américaine, ce que certains adorent, ce que certains détestent. Personnellement, je suis un peu entre les deux. Enfin, j'aime bien, mais pour autant, des fois, bon, voir des concerts à la télé, c'est bien, mais ouais, c'est ça. Je préférais effectivement, même si on a le côté un peu chaud, j'aurais préféré effectivement comme ils faisaient l'année dernière, finalement, même s'il leur fait accentuer un peu plus la fait vidéo par rapport aux années précédentes, où les années précédentes, ils nous montraient une photo de leur F1 et point. Bon, je prends l'exemple de Haas qui nous faisait une présentation de la livrée, genre 2 photos sur Twitter et c'était terminé. D'autres faisaient des vidéos et des petits lives Twitter, Twitch, etc. C'était vachement cool. Peut-être que si on avait resté sur ça, que des lives, toutes les F1 font des lives, toutes les écuries font des lives, ça passait très bien, ça faisait un peu chaud, mais pas trop. Mais là, j'avoue, sauf si tu le vis, en fait, je pense qu'à la télé, c'était pas... Et puis visuellement, à la télé, on n'a pas le même aspect visuel qu'on aurait quand on est là-bas, quoi. Je veux dire, la couleur entre la couleur télémétrique, télévisuelle et la couleur réelle, enfin, il y a quand même un monde, je pense. Je suis d'accord. Du coup, on a eu la présentation de toutes les livrées, en commençant donc par la dernière de la saison, donc Kick, et on remonte jusqu'à la McLaren. Ça a duré 3 heures, je crois, que le show. C'était un peu long. Et si je dois faire un top 3 de mes livrées préférées, je dirais la Haas, qui était vraiment incroyable. On a un retour comme l'année dernière, en fait, c'est une inversion de l'année dernière, où l'année dernière était blanche et noire. Là, on a une prononciation du blanc qui est plus présente sur plein d'éléments de la voiture, et du noir qui est tout aussi présent, mais je dirais qu'il y a quand même plus d'égalité entre le blanc et le noir que l'année dernière. L'année dernière, il y a beaucoup plus de blanc et un petit peu de noir avec le rouge du Haas. Là, on a vraiment beaucoup de noir, beaucoup de blanc. Je trouve que ça donne du cachet à cette voiture qu'on a franchement pas l'habitude de voir dans cette configuration-là. Honnêtement, moi je la trouve vraiment très jolie, mais ça reste que c'est pas ma préférée parce qu'il n'y a pas énormément de prise de risque. Elle est très jolie, mais ils ont juste inversé les couleurs comparé à la saison dernière, donc c'est pas incroyable pour moi non plus. Et du coup, toi, ce serait laquelle, du coup, ta préférée en première position, du coup? Ma préférée en tant que tifosi, c'est la Ferrari. En fait, c'est triste parce que tous les ans, c'est une Ferrari, donc elle est rouge. Et tous les ans, on est quand même content. Et bon, il y en a plein qui aiment pas le logo HP. Je déteste le logo HP parce que du rouge et du bleu, je pense que c'est la pire association qu'on ait pu faire. Le blanc, je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que vraiment, ça lui va vraiment super bien. Mais après, bon, ça reste la Ferrari pour moi. C'est vrai que sur la Ferrari, cette année, on a un rouge qui est beaucoup plus profond que les années précédentes, où d'habitude, c'est un rouge très flashy, le rouge Ferrari, quoi. Avec le blanc qui passe franchement très bien, juste la bande blanche en elle-même passe très bien. Le logo HP bleu, j'avoue qu'il fait grincer les dents et il n'est pas super bien placé, je pense, que sur la voiture. Là, en y regardant, quand on le voit, il est vraiment sur le sommet du capot moteur qui descend. Trop gros, trop excentré, il aurait dû être au milieu, je pense, ça aurait peut-être été beaucoup plus simple. Après, sur l'aileron, bon, bah, ça change pas trop. Par contre, l'aileron avant, j'avoue, je l'aurais peut-être pas mis là non plus. J'aurais pas mis sur l'aileron avant, je l'aurais mis quand même juste sur l'aileron arrière. L'aileron avant, ça fait peut-être trop. Ouais, je vois. Après, moi, ma deuxième préférée, et honnêtement, c'est vraiment une grosse surprise, c'est la Sauber. Parce que, bon, même si honnêtement, la couleur est toujours aussi moche et ça fait toujours aussi stabilo, je trouve que même si elle est simple, au moins elle change. Parce que, honnêtement, là, vraiment, les livrées, j'ai été tellement déçue. Pour moi, vraiment, il y a, pendant cette découverte des livrées, il y a eu vraiment ce que j'appelle la catégorie stratégie Red Bull. C'est-à-dire, on ne change plus de livrée, et je sens qu'ils vont garder la livrée pendant 20 ans. Comme, forcément Red Bull, Mercedes et McLaren.
McLaren, ils ont pas changé leur livret. J'ai vraiment eu mal au cœur. Bah, pour le coup, pour Kik, on sait qu'ils la garderont pas éternellement parce que Kik Sauber Stake F1 Team ça changera l'année prochaine avec Audi et donc on sera sur une couleur beaucoup plus Audi et je pense que les couleurs seront différentes. Mais j'avoue que cette année, la Stake, elle a quand même cet effet fondu juste derrière le halo qui atterrit sur du noir, qui est vraiment incroyable comparé à l'année dernière où c'était des formes géométriques, ça faisait une forme géométrique en L ou en carré, je sais plus trop, et ça l'est pas du tout, et l'aileron était beaucoup trop vert fluo. Là il y a du vert et du noir, donc c'est très bien. Donc effectivement elle est quand même pas trop mal. C'est pas ma pire en tout cas, c'est sûr, mais elle est pas dans mon top. Moi, la deuxième livrée que je préfère, ça reste quand même l'Aston Martin. On reste sur quelque chose de sobre et d'identique à l'année dernière. Le seul petit truc qu'on a comparé à l'année dernière, c'est sur la cheminée de la F1. On a le logo de sponsor Madden, qui s'écrit A-M-A-A-D-E-N, ça doit se dire Madden ou quelque chose comme ça, qui est du coup sur un fond blanc et du coup sur le vert argenté, ouais, ça fait vraiment sur beau. ce vert pétrole qu'on a sur la Aston Martin, ça donne vraiment un truc qui ressort, et même s'il n'y a rien qui change de plus, et bah elle est quand même vachement jolie. Quoique je crois que le sidepod où il y a le Aramco, il est passé en noir au lieu du vert qu'il a d'habitude. Ça change donc un ça petit change peu, quand même. Bon. Là, par contre, pour moi, la pire F1 en termes de livrée cette année, c'est la BWT Alpine F1 Team qui est, on va se le dire, affreuse. Enfin, de mon point de vue, affreuse. Le bleu clair qu'ils ont réussi à ajouter est pas très beau. Le BWT, comme tous les ans, il est présent sur toute la voiture, et le rose qu'il comporte est, pour moi, affreux. Franchement, j'aime pas du tout. Même sur la Racing Point, ça allait. Et là, on a aussi, d'ailleurs, je viens de voir le sponsor Eni, sponsor de gaz en France, je crois, qui est sur la cheminée, qui est abominable. Franchement, j'aime pas du tout. C'est vraiment cette livrée. Je sais qu'il y en a très peu qui l'aiment en vrai. J'ai fait un sondage un peu parmi les gens que je connais qui aiment la F1. Il y en a très peu qui l'aiment, mais franchement, je comprends. L'association des couleurs, en fait, plus le temps passe, plus on a l'impression que ça devient vraiment la F1 BWT et puis la F1 Alpine. Franchement, cette livrée, je la déteste. C'est ça, on est passé sur une écurie plus BWT qu'une écurie Alpine. De toute façon, on va perdre beaucoup de choses d'Alpine par la suite. Donc bon, je me fais plus trop d'illusions au sujet de l'écurie Alpine en termes de livrée, parce que le sponsor titre gâche la voiture depuis 3 ans maintenant. Donc voilà. Franchement, j'attends plus rien d'Alpine en termes de livrée. En tout cas, livrée pure. Après, en termes de performance, j'espère pour elles qu'elles seront mieux que l'année dernière. Ensuite, on va pouvoir passer aux essais hivernaux et aux chronos et aux comparatifs avec 2024. Donc, en 2024, c'était Sainz, qui était à l'époque sur Ferrari, qui avait fait le meilleur chrono en 1 minute 29 et 921. Maintenant, c'est toujours Sainz, mais cette fois, comme on l'a dit quand on l'a dit précédemment, c'est sur Williams en 1 minute 29 secondes et 348 millièmes. Donc bon, honnêtement, les essais, c'est toujours... J'aime pas trop regarder les essais, j'avoue, parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, après... c'est vrai que les essais hivernaux, autant apportent un background pour eux, enfin pour technique et statistique aux écuries, pour savoir vraiment ce que donne la voiture en elle-même. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'a pas un vrai visuel de ce que va vraiment donner la voiture. Les voitures, elles ont, on va dire, dans le jargon, elles ont des sandbags dans les voitures, donc des sacs de sable, elles sont alourdies. C'est vraiment un terme virtuel, elles ne sont pas vraiment alourdies, mais on sent qu'ils en gardent sous le pied pour rien montrer tout de suite. Ils en montreront vraiment la première course, ça c'est sûr. Donc on peut pas vraiment se fier à ce que ça donne. Effectivement, on a quand même des voitures où on a vu effectivement une évolution des chronos. Toutes les équipes ont amélioré le chrono par rapport à l'année dernière, sauf une. Sauber, ils ont fait pire que l'année dernière avec Zhou, qui avait fait l'un des meilleurs chronos depuis longtemps, et pour le coup cette année ils ont vraiment échoué. Donc en vrai, pour les essais hivernaux, on a beaucoup de choses virtuellement positives pour toutes les écuries, en tout cas de ce qui leur ressort. En tout cas, on serait sur du McLaren quand même potentiellement devant Red Bull et Ferrari en début de saison. J'espère que ce sera le cas pour eux en tout cas. Et Alpine est déjà en tout cas en meilleure posture que l'année dernière, ça c'est sûr. En vrai, en règle générale, de toute façon, on sait très bien que les essais hivernaux, ça nous apporte pas énormément d'informations en tant que viewer de la F1.
parce que forcément on n'est pas dans les paddocks et on sait pas vraiment ce qui se passe dans les voitures. Ouais, c'est vrai que c'est plus pour les personnes, c'est juste pour montrer les voitures finalement, la nouvelle voiture F1 2025, la nouvelle version de la F1 avec la livrée qu'on nous a officialisée. Mais en vrai, à moins d'être un fin stratège et de quelqu'un qui regarde vraiment tout au millimètre dans toutes les statistiques, ouais, là sinon après c'est vraiment juste pour faire rouler les voitures en interne et rien d'autre en fait, je pense. Disons que là c'est vraiment juste pour le plaisir de voir les F1 rouler après plus d'un mois de pause. Et ouais, honnêtement ça fait quand même du bien. Mais évidemment c'est pas aussi passionnant qu'un Grand Prix. On peut bien s'y attendre. Tout à fait. Alors j'aimerais venir faire un petit point sur 2 nouvelles règles qui ont été pondues par la FIA, c'est pas vraiment le cas, mais qui ont été sorties par la FIA. On a un article qui donc le 39. Non. Bref, je sais plus le numéro de l'article, on vous le mettra au pire en montage en image. En tout cas, la règle veut que du coup, les pilotes qui partent depuis la voie des stands pour la course participent cette année au tour de formation. Avant, ils avaient le droit de le faire ou de pas le faire. Le problème, c'est que du coup, ça déséquilibre les écuries. Celle qui ne le fait pas, paraît un tour d'essence de plus que les autres, forcément. Donc là, toutes les écuries devront partir en tour de formation, même s'ils partent de la voie des stands. Et quand ils vont re-rentrer dans la voie des stands pendant que les autres se mettront sur la grille de départ, elles vont se classer dans la pit lane dans le sens de la qualif. Ouais. Par exemple, si l'Alpine de Gasly part de la voie des stands, mais c'est qualifié mieux que la Sauber, l'Alpine sera devant la Sauber, et plutôt que avant il sortait, c'est le premier qui voulait sortir qui sortait. Là, ce sera vraiment dans l'ordre du classement et ils seront obligés de faire le tour de formation. Ce que je trouve pas plus mal en vrai, ça permettra vraiment qu'au moins toutes les voitures seront chauffées de la même façon. Ça permet au moins plus d'équité et moi honnêtement j'avais vraiment pas entendu parler de cette règle et je sais pas, pour moi ça me paraissait plutôt logique. Donc honnêtement je pense que c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième information qu'on nous a communiquée, c'est que de cette année, à partir du Grand Prix de Melbourne qui va commencer en fin de semaine, le directeur de course pourra, si une voiture a accroché une autre voiture pendant la course ou pendant un incident et qu'elle est vraiment trop endommagée, il pourra lui ordonner même d'abandonner plutôt que de rejoindre les stands. Ce qui nous a été beaucoup le cas, par exemple, avec Sergio Pérez au Canada cette année, où il avait accroché, je crois, il avait essayé de retourner jusqu'au stand. Ce qui reste quand même quelque chose de très dangereux quand une voiture est vraiment extrêmement endommagée et qu'elle peut quand même retourner jusqu'au stand, mais c'est compliqué. C'est quand même pas plus mal qu'effectivement que la FIA dise stop, tu t'arrêtes, point. Et sinon, ces disqualifications, par exemple, ce sera beaucoup plus sportif en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ça évitera les incidents malencontreux qui ont pu arriver par le passé. Tout accident lié à des conditions météorologiques ou autres, ou tous les drames qu'on a pu avoir en tout cas. Ça renforcera encore plus la sécurité et c'est ce qui est le mieux dans notre sport, la sécurité. Ça a beau être spectaculaire et magnifique à voir, la sécurité franchement, sans tous les accidents effectivement on ne serait pas là, mais moins il y en a, mieux c'est. Évidemment. Cette semaine, le 7 mars 2025, est sortie la saison 7 de Drive to Survive sur Netflix. La série, pour ceux qui ne connaissent pas la F1 et qui aimeraient découvrir la F1, c'est disponible sur Netflix. Ça comporte quelques épisodes et ça retrace la saison précédente, la saison 2024. C'est très scénarisé, mais c'est sympa à voir quand on ne connaît pas la F1. Et ça peut nous faire aimer le sport par la suite. Ensuite, nos pronostics pour le GP de ce week-end, donc le GP d'Australie. Il va falloir se lever très tôt. Et le premier GP de la saison, donc on a hâte. C'est toujours le meilleur, oui et non. C'est celui qu'on a le temps le plus parce que c'est enfin, après 2 mois sans F1, on se dit enfin elles vont rouler, ça va être la course et ça va être le début du championnat. Et ça fait vraiment plaisir. J'attends vraiment beaucoup de cette saison. J'espère qu'il y aura beaucoup de spectacles et de combats entre les écuries. On en a eu un petit peu l'année dernière avec McLaren, Red Bull et Ferrari. Et sur la fin, Mercedes, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura autant de spectacles l'année dernière en termes de victoires de Grand Prix et de batailles en piste. Après, faut rappeler aussi que l'année dernière, le GP d'Australie, il était vraiment surprenant. C'était la première victoire de Sainz de la saison. C'était enfin une victoire de Sainz
en fait, ça montrait vraiment que Red Bull, là, ils étaient sur une pente descendante. Bah, en même temps, avec la Red Bull qui finit avec le frein arrière de la roue de Verstappen qui se met à prendre feu ou exploser, je sais plus. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Et en même temps, je me suis dit, pour le spectacle, c'est pas mal. Ah non, moi j'étais. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une Red Bull prendre cher en termes de bris mécanique. Pour une fois. Vraiment, j'étais heureuse. Vraiment, pour moi, c'était vraiment le signe que la saison, elle allait vraiment être bien. Donc après, là, j'en attends beaucoup aussi de cette saison. Après, j'avoue que je n'ai aucune idée de comment ça va jouer parce que il y a McLaren forcément qu'on attend beaucoup. Il y a Red Bull, on sent qu'ils sont un peu mal en point, mais après, avec le départ de Perez, honnêtement, ça peut que améliorer les choses. Et après, j'en attends aussi beaucoup de Lawson. Et ouais, McLaren pour moi et Ferrari. Ferrari, évidemment. Ferrari, je pense que c'est vraiment ce que tout le monde attend et voir comment est-ce que Lewis et Charles vont réussir à travailler ensemble. Eh ben, moi, je vais me faire un prono pour mouiller un petit peu. Pour la première course, je vois bien un Russell gagnant de la première course. Russell ? Ouais, pourquoi pas Russell. Une bonne Mercedes qui vient surprise, on a une voiture de fou. Je pense qu'un Russell victoire au premier Grand Prix, ça peut être marrant. Vous l'aurez vu ici en premier si c'est le cas. Moi je pense. Après par contre pour le championnat en lui-même, je pense que victoire du championnat constructeur par Ferrari, je kifferais de fou. Je suis pas fan de Ferrari mais j'adorerais ça. Bah en fait là pour moi c'est plus des espoirs que vraiment des pronostics parce que forcément on n'a pas énormément d'informations sur cette nouvelle saison. Mais pour moi, bon, j'espère au fond de mon cœur un championnat, soit Lewis Hamilton parce que bon, le 8ème ce sera incroyable, soit Lando Norris parce que mon pilote préféré évidemment. Et là McLaren ils sont vraiment en bonne posture. Et là pour le GP d'Australie, je dirais allez, victoire Norris si on a de la chance. Ok, pas mal. Mais pour le constructeur, j'avoue que constructeur, j'ai dit je vais Ferrari, et pour le pilote, j'avoue qu'en termes de championnat, si on devait se projeter sur la fin de saison, même si que le début, histoire d'avoir un peu de se mettre un peu de challenge, voir si on aura raison, je pense qu'en champion pilote, je verrais bien Norris. Verstappen, j'aimerais bien dans les faits, mais ça fait trop. Ça fait trop longtemps, j'en peux plus. Puis vu que la Red Bull l'année dernière commençait à être en pente descendante et qu'il commence à avoir, je pense, atteint le bout en termes d'amélioration de la voiture, vu que c'est 2025, c'est l'évolution un peu de la 2024 pour toutes les écuries d'ailleurs, mais pour toutes celles qui n'ont pas pu s'améliorer, forcément elles vont beaucoup mieux améliorer. Par contre, celles qui sont arrivées en bout de course, ça va devenir dur pour elles. Donc je pense que Red Bull va commencer à peiner beaucoup et Verstappen champion, ça me paraît bizarre quand même. Mais McLaren avec, en tout cas Norris chez McLaren en champion pilote, franchement ça se tente. Et je pense que vraiment cette saison, en tout cas ce début de saison, ce qui va vraiment être intéressant à regarder, et surtout pendant le GP d'Australie, c'est tous les rookies, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de rookies. La dernière fois c'était il y a 2 ans et on n'en avait que 2, c'était Sargent et Piastri. Bon, spoiler alert, il y en a un, il est monté tout en haut et l'autre il est descendu tout en bas. Mais ouais, pour moi vraiment les rookies, c'est ce que j'attends vraiment. C'est vrai qu'on va effectivement, les rookies cette saison, on va falloir les observer à la loupe et voir ce que ça va donner, parce qu'il va y avoir du spectacle pour les rookies en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé ou écouté ce podcast et on vous souhaite à tous un très bon Grand Prix et à plus tard pour un nouveau podcast.